Pendant des siècles, la France a siégé sur un trône doré, construit non par ses propres mains, mais grâce à la richesse de l'Afrique, un continent regorgeant de ressources, mais vidé de sa substance par des puissances coloniales qui n'ont jamais voulu lâcher prise. Mais aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Les nations africaines du Burkina Faso, du Niger et du Mali, autrefois soumises à l'influence française, ont claqué la porte, expulsant la France de leurs terres. Et tandis qu'ils avancent vers une nouvelle ère d'autonomie, la France trébuche, s'agrippant désespérément aux portes qu'elle maintenait autrefois ouvertes par la force. Même Jacques Chirac, ancien président français, a un jour admis que sans l'Afrique, la France glisserait vers le rang des pays du tiers-monde. Il le savait. Les élites françaises le savaient. Et maintenant que la réalité s'impose, une question demeure. Pourquoi la France est-elle si désespérée de revenir au Sahel après en avoir été expulsée ? Pour comprendre cela, il faut suivre l'argent, car c'est de cela qu'il a toujours été question. Ni diplomatie, ni sécurité, ni amitié, mais bien d'argent. Imaginez ceci. Air France, autrefois la compagnie aérienne dominante en Afrique de l'Ouest, gagnant des millions d'euros chaque jour, se retrouve soudainement exclue, 65 millions d'euros envolés en un instant. Les vols qui reliaient autrefois Paris au cœur de l'Afrique sont cloués au sol, leurs itinéraires lucratifs interrompus. Mais ce n'est que le début. Sous la surface, les blessures plus profondes saignent la France à blanc. L'économie française, autrefois alimentée par l'or, l'uranium et le pétrole siphonné de ces mêmes nations, est désormais en crise. Le Niger, un pays qui fournissait autrefois 35% de l'uranium de la France, les a coupés. C'est un tiers de leur source d'énergie nucléaire qui a disparu du jour au lendemain. Et ce n'est pas seulement le Niger. Le Burkina Faso et le Mali, lassés d'être exploités, se sont tournés vers de nouveaux partenaires, la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, des nations prêtes à commercer sur un pied d'égalité plutôt qu'à dicter leurs conditions d'en haut. Les entreprises françaises, qui détenaient autrefois une emprise sur les richesses de l'Afrique, assistent désormais impuissantes à l'effondrement de leur empire, et la France en vient à supplier. Air France fait pression pour revenir, espérant qu'un petit point d'ancrage dans le ciel de la région ouvrira la voie à quelque chose de plus grand, un moyen de revenir. Mais les dirigeants du Sahel ne se laissent pas berner. Ils se souviennent des siècles de tromperie, du pillage de leurs ressources, des chaînes économiques déguisées en aide. Alors la question demeure, l'Afrique laissera-t-elle la France revenir, ou s'agit-il du dernier chapitre du contrôle français sur le Sahel ? Restez avec nous alors que nous dévoilons la vérité derrière le déclin économique de la France, la montée de l'indépendance de l'Afrique et ce que cela signifie pour l'avenir du pouvoir mondial. Pendant des siècles, la richesse de la France s'est appuyée sur des fondations établies bien au-delà de ses frontières. Alors que Paris brillait de prospérité, ses véritables richesses ne venaient pas de l'intérieur. C'était l'or du Burkina Faso, l'uranium du Niger, les vastes ressources du Mali qui maintenaient l'économie française en vie. Ce n'était pas seulement de l'influence. C'était une dépendance, une vérité silencieuse et inavouée, dissimulée derrière la diplomatie et des accords commerciaux qui profitaient bien plus à un camp qu'à l'autre. Mais aujourd'hui, cette fondation s'effondre. Les dirigeants du Sahel ont arraché les mains de la France de leurs économies, forçant l'Empire à se tenir debout par lui-même pour la première fois depuis des siècles. Et la réalité est brutale. Les fissures du système économique français ne sont plus dissimulées. Elles sont grandes ouvertes aux yeux du monde. Pour comprendre à quel point l'Afrique a nourri le succès de la France, il faut remonter dans le temps, à l'époque où le contrôle colonial n'était pas seulement politique, mais aussi économique. Dès que la France a établi sa mainmise sur l'Afrique de l'Ouest, elle a conçu un système destiné à garantir que sa domination ne prenne jamais fin. Même après la soi-disant indépendance, la France a continué à dicter les règles. Par le biais d'accords commerciaux inéquitables, du contrôle monétaire et de multinationales, la France a continué à extraire des ressources de l'Afrique sans jamais rien rendre en retour. Prenons l'or par exemple. Le Burkina Faso, un pays riche en or, a été vidé de ses ressources par les sociétés minières françaises. Les profits envoyés directement à Paris, les ouvriers payaient une misère, la terre laissée en ruine. Ou prenons l'uranium, l'une des ressources les plus stratégiques de la planète. Les centrales nucléaires françaises, qui fournissent plus de 70% de l'électricité du pays, dépendent depuis longtemps de l'uranium du Niger. Pourtant, pendant des décennies, le Niger n'a presque tiré aucun bénéfice des milliards d'euros générés par ses propres ressources. C'était cela le système, un système fondé sur un vol silencieux.
Mais en 2023, le silence a été brisé. Les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso se sont levés. Ils ont expulsé l'armée française, repris le contrôle de leurs ressources et coupé le pipeline qui alimentait l'économie française depuis des générations. Nulle part cet effondrement n'est plus évident que dans la chute d'Air France. Pendant des décennies, Air France n'était pas seulement une compagnie aérienne en Afrique de l'Ouest. C'était un monopole, un titan qui contrôlait les principales routes aériennes, fixant des prix élevés tout en s'assurant que les nations africaines n'avaient aucune véritable alternative. Les profits étaient astronomiques, des millions affluant vers la France chaque jour. Mais cela a changé dès l'instant où la France a été expulsée. Air France a perdu 65 millions d'euros du jour au lendemain. Les aéroports, autrefois remplis de son emblématique logo bleu et rouge, avaient désormais des terminaux vides là où ces vols atterrissaient autrefois. Les routes lucratives reliant le Mali, le Niger et le Burkina Faso à Paris ont soudainement disparu. Et il ne s'agissait pas seulement de vols annulés. Tout le modèle économique d'Air France dans la région reposait sur le contrôle de l'espace aérien africain par la France. La compagnie aérienne fonctionnait en partant du principe que la France aurait toujours de l'influence en Afrique de l'Ouest. Désormais, cette hypothèse est réduite à néant. Avec le départ d'Air France, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Les compagnies aériennes africaines prennent leur essor. Pendant des décennies, les nations d'Afrique de l'Ouest ont eu du mal à construire des compagnies aériennes fortes et indépendantes parce qu'Air France contrôlait tout. Aujourd'hui, avec la France hors jeu, les transporteurs régionaux prennent le relais. Air Burkina, Air Côte d'Ivoire et d'autres compagnies aériennes africaines prennent le contrôle des routes autrefois dominées par les Français. Les pays ouvrent également leurs portes à de nouveaux partenariats dans l'aviation, non pas avec la France, mais avec la Russie, la Chine et la Turquie. Air France pensait pouvoir supplier pour revenir, mais les dirigeants du Sahel ne l'écoutent pas. C'est plus qu'une simple compagnie aérienne. Il s'agit de souveraineté économique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Afrique contrôle son propre espace aérien, sa propre économie et son propre avenir. Et pour la France, les conséquences sont dévastatrices. Que va-t-il se passer ensuite ? La France apprend une leçon difficile. L'Afrique n'a pas besoin de la France. C'est la France qui a besoin de l'Afrique. Alors que son emprise sur l'Afrique de l'Ouest s'effrite, les dominos tombent rapidement. D'autres nations africaines observent. Du Sénégal au Cameroun, du Tchad au Gabon, les peuples prennent conscience que le pouvoir de la France en Afrique n'a jamais été naturel. Il a été imposé. Aujourd'hui, cette force a disparu. La question est donc, la France acceptera-t-elle son déclin ou tentera-t-elle de reprendre le contrôle ? Une chose est certaine, les dirigeants africains ne feront pas marche arrière. Et pour la première fois depuis des siècles, c'est la France qui se retrouve à lutter pour sa survie. Pendant des générations, la région du Sahel a été prise au piège d'un cycle de domination étrangère, contrôlé non pas par ses propres peuples, mais par des forces extérieures qui dictaient son destin. La France, avec ses profondes racines coloniales, exerçait une emprise étroite sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sur les plans économiques, politiques et militaires. Mais les choses ont changé et une nouvelle ère est en train de naître. Une génération de dirigeants intrépides issus de l'armée s'est levée, déterminés à briser les chaînes de l'exploitation étrangère et à tracer une voie vers une véritable indépendance. Ils ne doivent rien à Paris et ne se laissent pas intimider par les menaces de sanctions occidentales. Ils ne répondent qu'à leur peuple. Parmi eux, une figure a captivé l'attention du monde entier. Ibrahim Traoré, le jeune et inflexible dirigeant du Burkina Faso. Aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger, il a déclenché un mouvement qui ébranle les fondements même de l'influence française en Afrique. Ce n'est pas simplement un changement politique, c'est une révolution. La première priorité de ces nouveaux dirigeants était claire. La France devait partir. Pendant des décennies, les troupes françaises ont opéré sous prétexte d'assurer la sécurité. Pourtant, le terrorisme n'a cessé de prospérer sous leur surveillance. Le peuple a vu au-delà de l'illusion. Il savait que ces bases militaires n'étaient pas là pour les protéger. Elles étaient là pour protéger les intérêts économiques de la France. Et ainsi, un par un, les militaires français ont été contraints de plier bagages et de partir. Les bases ont été fermées, les troupes retirées et les drapeaux français abaissés pour la dernière fois. Les mêmes gouvernements qui accueillaient autrefois la France à bras ouverts avaient été démantelés, remplacés par des dirigeants qui plaçaient la souveraineté africaine au-dessus de tout. Ce n'était pas seulement une victoire symbolique, c'était un séisme économique.
La France, qui dépendait de ces nations pour des ressources cruciales, s'est soudainement retrouvée exclue. La richesse qu'elle avait autrefois extraite si facilement lui échappait désormais. Et chaque jour qui passait affaiblissait un peu plus l'emprise qu'elle exerçait autrefois sur l'Afrique. Mais ces nouveaux dirigeants ne se sont pas arrêtés au retrait des troupes étrangères. Ils ont tourné leur attention vers le cœur vital de leur nation, leurs ressources. Pendant bien trop longtemps, l'or, l'uranium et le pétrole de l'Afrique ont afflué librement vers la France, ne laissant que peu de choses aux populations vivant sur ces terres. Cette injustice ne pouvait plus durer. Une à une, les industries autrefois monopolisées par des entreprises étrangères ont été reprises. Les mines d'or qui alimentaient autrefois les coffres de Paris étaient désormais sous le contrôle du gouvernement du Burkina Faso. L'uranium, qui avait alimenté les villes françaises tout en laissant le Niger dans l'obscurité, n'était plus à disposition. Les champs pétrolifères autrefois exploités par des entreprises européennes ont été confiés à des sociétés africaines. C'était bien plus qu'une politique économique. C'était une déclaration d'autonomie. Les nations africaines ne seraient plus spectatrices de leurs propres économies. Leur richesse ne serait plus dictée par des contrats signés à Paris ou à Bruxelles. C'était la richesse de l'Afrique, et elle restait enfin en Afrique. Mais la liberté ne vient pas sans résistance. Dès que la France a compris qu'elle perdait son bastion, la riposte a commencé. Les gouvernements occidentaux, au lieu d'accepter le droit de l'Afrique à l'autodétermination, ont lancé une campagne pour discréditer ces nouveaux dirigeants. Traoré, Goïta du Mali et Tiani du Niger ont été qualifiés de dictateurs militaires. Les médias les ont présentés comme des menaces pour la stabilité, mettant en garde contre le chaos et le désordre dans leur nation. Pourtant, la réalité sur le terrain racontait une toute autre histoire. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les populations ont envahi les rues pour célébrer l'expulsion de la France par leur gouvernement. Elles acclamaient non pas l'oppression, mais l'espoir d'un avenir où leur nation leur appartiendrait enfin. Pour la première fois, elles voyaient des dirigeants qui n'agissaient pas comme des marionnettes des intérêts occidentaux. Ces dirigeants ne demandaient pas la permission de gouverner. Ils prenaient simplement la place qui leur revenait de droit. Mais l'Occident n'était pas prêt à lâcher prise aussi facilement. Des sanctions économiques ont été imposées, coupant les échanges essentiels et les services financiers. La pression politique s'est intensifiée alors que la France et ses alliés tentaient d'isoler ces gouvernements. Le message était clair: rompez avec nous et vous en paierez le prix. Mais les dirigeants du Sahel ne fléchirent pas. Ils sont restés fermes, refusant de céder aux menaces, refusant de compromettre la souveraineté de leur peuple. Et le peuple s'est tenu à leur côté. L'un des moments les plus marquants de cette nouvelle ère fut la formation d'une alliance puissante entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Conscients qu'ils étaient plus forts ensemble, ces pays ont noué des partenariats militaires et économiques, garantissant que si l'un était attaqué, ils feraient un front commun. Ils savaient que les puissances occidentales tenteraient de diviser pour mieux régner. Alors ils ont construit de manière préventive un mur d'unité qu'aucune force étrangère ne pourrait facilement franchir. Au-delà de la coopération militaire, ils ont commencé à discuter d'une stratégie économique commune, s'éloignant de la dépendance au franc CFA contrôlé par la France. Pendant des décennies, cette monnaie avait été un outil d'esclavage financier, maintenant les économies africaines sous la coupe de Paris. Mais désormais, les dirigeants du Sahel cherchaient des alternatives, explorant des partenariats avec la Russie, la Chine et d'autres nations sans passé colonial. Pour la France, ce n'était pas seulement une perte d'influence. C'était le début de la fin de son empire en Afrique. Ce qui se déroule aujourd'hui au Sahel est bien plus qu'une transition politique. C'est une déclaration adressée au monde entier. C'est un message affirmant que l'Afrique n'attend plus la permission d'être libre. L'ère de la soumission est révolue. L'ère de la souveraineté a commencé. La France, autrefois si sûre de son contrôle, cherche désormais désespérément un moyen de revenir. Elle implore des négociations, de nouveaux accords, une place à la table qu'elle dominait autrefois. Mais les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne souhaitent pas revenir en arrière. Ils se tournent vers un avenir où l'Afrique décide de son propre destin. Le monde observe. D'autres nations africaines prêtent attention. Elles voient ce qui est possible lorsque le leadership audacieux rencontre une détermination inébranlable. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se tenir debout sans la France. La question est désormais: la France peut-elle survivre sans l'Afrique? Pendant des siècles, la France s'est présentée comme une puissance mondiale.
un géant économique et politique dont l'influence s'étend bien au-delà de l'Europe. Mais sous cette illusion de force se cache une vérité dérangeante. La survie de la France a toujours dépendu de l'Afrique. Sans ses anciennes colonies, sans les richesses extraites du continent, la France ne serait qu'une autre nation européenne en difficulté. Et aujourd'hui, alors que les dirigeants du Sahel reprennent le contrôle, cette illusion s'effondre rapidement. Pendant des années, la France a exporté de l'or, de l'uranium et des minéraux rares comme s'ils lui appartenaient, construisant des industries et des infrastructures à partir de ressources qui ne lui ont jamais appartenu. Pourtant, la France elle-même ne possède pas en abondance ces matériaux. Sa véritable richesse n'a jamais été domestique. Elle a été volée. Les nations africaines enchaînées par des contrats injustes et des manipulations politiques ont été contraintes de fournir ces ressources pour une fraction de leur véritable valeur. Et tant que les gouvernements en place obéissaient à Paris, le système se poursuivait sans interruption. Mais aujourd'hui, ce système est en train de s'effondrer. L'or a longtemps été la pierre angulaire de la sécurité économique de la France. Pourtant, elle en produit très peu elle-même. Elle a plutôt compté sur ses bastions africains, en particulier le Mali et le Burkina Faso, pour alimenter ses réserves d'or. Des entreprises françaises contrôlaient d'immenses mines d'or, exploitant la terre tout en ne rendant presque rien en retour. Des contrats signés il y a des décennies ont garanti que la majorité des profits affluaient directement vers Paris, laissant les populations locales dans la pauvreté malgré le fait qu'elles vivent sur certains des gisements d'or les plus riches du monde. L'ampleur de la dépendance de la France à l'or africain a été révélée publiquement lorsque la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a dévoilé la vérité au monde. Elle a dénoncé ouvertement l'exploitation menée par la France, soulignant que la prétendue puissance économique française n'était rien d'autre que le fruit du pillage de l'Afrique. Sans l'or africain, la stabilité financière de la France s'effondrerait et ce moment est désormais arrivé. Avec la prise de pouvoir par des gouvernements dirigés par l'armée, ces contrats corrompus ont été révoqués. L'or africain ne coulera plus librement vers les coffres de la France. L'emprise des entreprises françaises a été brisée et à chaque once d'or qui reste en Afrique, la crise économique de la France s'aggrave. Si l'or était la colonne vertébrale économique de la France, l'uranium en était la bouée de sauvetage. Le pays se targue d'être un leader dans l'énergie nucléaire, avec plus de 70% de son électricité produite par des réacteurs nucléaires. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la France ne possède presque pas d'uranium sur son propre sol. Pendant des décennies, le pays a dépendu du Niger, qui fournissait 35% des besoins en uranium de la France. L'industrie énergétique française s'est construite sur le dos de l'uranium nigérien, pourtant le peuple nigérien n'a presque rien vu de la richesse qu'il a générée. Sur les milliards générés par les exportations d'uranium, le Niger ne recevait qu'un maigre 5% des bénéfices. Pendant ce temps, les villes françaises prospéraient grâce à l'énergie africaine, tandis que le Niger lui-même souffrait de coupures de courant récurrentes et d'une pauvreté généralisée. Mais ensuite, tout a changé. Le nouveau gouvernement du Niger, dirigé par les militaires, a pris une décision historique. La France a été coupée. Les exportations d'uranium vers la France ont été interdites, forçant le pays à chercher désespérément des alternatives. Désormais, au lieu de l'uranium bon marché et facilement accessible du Niger, la France paie des prix exorbitants pour en importer du Canada et du Kazakhstan. Le coût économique est dévastateur, et pour la première fois dans l'histoire moderne, la France découvre ce que signifie être véritablement dépendante. La France, autrefois maître de la géopolitique africaine, fait désormais face aux conséquences de sa propre arrogance. Elle ne s'attendait pas à ce que ses alliés africains se retournent contre elle. Elle n'aurait jamais imaginé perdre le contrôle des terres mêmes qui avaient soutenu son économie. Et ainsi, dans un élan de désespoir, elle a riposté. La pression diplomatique fut la première arme. Des sanctions furent imposées, l'aide financière gelée et le chantage économique entamé. La France, avec ses alliés occidentaux, a tenté d'étrangler les nations du Sahel pour les forcer à se soumettre. Le message était clair, obéissez ou souffrez. Mais la réponse fut inattendue. Au lieu de céder à la pression, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tenu bon. Ils ont pris des mesures encore plus audacieuses. Les ambassades françaises ont été fermées, rompant les liens diplomatiques avec Paris. Les troupes françaises ont été expulsées, garantissant l'absence totale de présence militaire occidentale. Air France a été interdite de survoler l'espace aérien sahélien, coupant un autre pilier économique. Ce n'était pas seulement de la résistance, c'était une déclaration d'indépendance. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Afrique tenait tête à la France,
et remportait la victoire. Mais peut-être que le coup le plus dur a été l'effondrement de la domination des entreprises françaises. L'empire économique que la France avait patiemment construit pendant des décennies est désormais en ruine. Les industries minières d'or, de lithium et d'uranium, autrefois contrôlées par des entreprises françaises, ont été reprises par des investisseurs chinois et russes. Les ressources mêmes sur lesquelles la France comptait pour asseoir sa domination économique alimentent désormais les économies de ses plus grands rivaux mondiaux. L'industrie pétrolière et gazière a elle aussi échappé au contrôle de la France. Total Energy, l'un des géants pétroliers français les plus puissants, a perdu des contrats essentiels en Afrique. Au lieu de privilégier les entreprises françaises, le Niger a commencé à conclure des accords énergétiques avec la Chine, veillant à ce que sa richesse reste entre des mains africaines. Même dans le domaine des infrastructures, où les entreprises françaises détenaient autrefois un monopole, le changement est indéniable. De grandes entreprises de construction comme Vinci, Bouygues et Eiffage ont perdu des projets clés au profit de la Chine, de la Turquie et de la Russie. La domination dont jouissaient autrefois les entreprises françaises s'évapore remplacée par un nouvel ordre économique qui ne gravite plus autour de Paris. Peut-être que l'effondrement le plus dévastateur se produit au sein du groupe Bolloré, un conglomérat français qui contrôlait autrefois les ports, le transport et la logistique en Afrique. Pendant des décennies, Bolloré a exercé une emprise totale sur les réseaux commerciaux africains, contrôlant le flux des marchandises et dictant le rythme de la croissance économique. Mais aujourd'hui, cet empire est en train de se désintégrer. Le Sahel, ainsi que d'autres économies africaines émergentes, remplacent les entreprises logistiques françaises par des alternatives chinoises et turques, brisant les dernières chaînes de la servitude économique. La France est désormais confrontée à une réalité pour laquelle elle ne s'était jamais préparée. Un monde où elle ne contrôle plus l'Afrique. Les répercussions économiques sont graves. Les bénéfices des entreprises s'effondrent, les prix de l'énergie augmentent et les industries stratégiques s'effondrent. La suite des événements est incertaine. La France tentera-t-elle de rétablir son contrôle par des interventions secrètes et du sabotage politique? Ou acceptera-t-elle enfin que son ère de domination en Afrique est révolue? Une chose est certaine, le Sahel a changé le cours de l'histoire et la France, autrefois grande puissance coloniale, apprend désormais ce que signifie être impuissante. La France n'est pas prête à abandonner le Sahel. Son gouvernement et ses entreprises cherchent désespérément un moyen de revenir, et leur premier mouvement. Air France. À première vue, cela semble être une simple demande, reprendre les vols vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais en réalité, c'est un test stratégique, une tentative calculée de réintégrer la région. Si Air France est autorisée à revenir, cela pourrait ouvrir la voie aux diplomates français, aux cadres d'entreprise et aux agents de renseignement pour reconstruire lentement leur influence. Mais les dirigeants du Sahel savent exactement ce qui est en jeu. Ils refusent de céder. Air France reste interdite, et toute tentative de la France de reprendre pied dans la région se heurte à une résistance ferme. Il ne s'agit pas seulement de vol, il s'agit de souveraineté. En refusant l'accès à la France, les nations du Sahel envoient un message clair. L'Afrique en a fini avec l'exploitation. Ce qui se passe au Sahel dépasse largement ces trois pays. Cela déclenche une révolution à travers toute l'Afrique. Les flammes de la résistance se sont propagées au-delà du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Sénégal, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Gabon, le sentiment anti-français est en pleine montée. Les populations exigent que leur gouvernement rompe avec les systèmes d'exploitation de la France et suive la voie tracée par le Sahel. Et ce n'est pas seulement l'Afrique qui en prend conscience. La montée en puissance des BRICS, menée par la Chine, la Russie et des partenaires du Moyen-Orient, offre une nouvelle alternative économique. Les nations africaines changent d'alliance, signant des accords qui proposent des partenariats plus équitables, libérés du fardeau colonial. Alors que l'Afrique s'élève, la France sombre. Son influence mondiale s'estompe, son économie s'affaiblit et sa mainmise sur l'Afrique disparaît à jamais. L'empire économique de la France en Afrique s'effondre et la réalité est claire. L'Afrique peut survivre sans la France, mais la France ne peut pas survivre sans l'Afrique. Alors, que va-t-il se passer ensuite? La France acceptera-t-elle son déclin ou tentera-t-elle désespérément de revenir sur le devant de la scène? Et plus important encore, que doivent faire les dirigeants du Sahel pour s'assurer que la France ne revienne jamais? Continuons cette conversation. Abonnez-vous, aimez et partagez vos réflexions en commentaire. Restez à l'écoute pour d'autres analyses approfondies de l'histoire, des luttes et des victoires de l'Afrique.